Télérama, Cercle Polar, les dessous du roman noir. Bonjour, merci d'être fidèle au rendez-vous du Cercle Polar. Bonjour Christine Ferniaud. Bonjour Michel Abesca. Vous êtes en forme aujourd'hui? Très. J'ai des choses à dire. Ah, c'est bien ce que j'ai compris. On va voir, je ne sais pas sur quel livre ça va tomber, mais je sens qu'à un moment, ça va saigner. Non, je ne dis rien avant. Vous ne dites rien avant. Bon. Alors en fait, on a 3 livres. En fait, comme chaque fois, on essaye dans l'émission de vous proposer les 3 livres du moment qui nous paraissent intéressants. Mais là, ils sont réunis par le fait qu'ils ont des héros récurrents, comme on dit. Alors, ce n'est pas nouveau dans le polar. Hein. Non. Sherlock Holmes, Hercule Poirot, Philippe Marlowe et plein d'autres. On les a pris un peu plus jeunes, cette fois-ci. Voilà. Alors, c'est des nouveaux et peut-être que vous ne les connaissez pas. On va commencer par John Burdett. Ah oui. C'est un auteur anglais, en fait, qui est né à Londres en 1951 et qui est installé en Asie depuis 1973. On le connaît parce qu'on l'avait reçu, Christine, vous vous souvenez, dans Cercle Polar. Je me souviens très bien, il avait une tenue très particulière. Je me souviens qu'il n'avait pas ce côté très anglais. Il était plutôt le côté Bangkok que le côté Angleterre. Voilà, oui, d'ailleurs c'est marrant, son héros qui passe toujours un short, un t-shirt et des tongs et qui part voilà, travailler. On était un peu dans l'esprit tong. Alors Burdett, il est installé en Asie, je disais, depuis 1973. Il a été avocat longuement à Hong Kong. Maintenant, il vit de son écriture, comme on dit. Et il habite Bangkok, mais il habite aussi le Lot. Il aime beaucoup la France et il est à cheval un peu entre les deux pays. Quand on l'avait vu, c'était à Cercle Polar, donc à Quai du Polar, pardon, à Lyon. Oui. Un festival dont on va parler beaucoup cette semaine. C'est bientôt, c'est juste à la fin du mois. C'est le 31 mars, le 1er et le 2 avril. Le grand rendez-vous du polar maintenant, voilà. où des centaines d'auteurs viennent de tous les pays se retrouver à Lyon, en centre-ville. Et nous y serons aussi. Et peut-être qu'on s'y verra là-bas, ça serait bien volontiers. Alors, John Burdett, Le Joker, c'est son 8e roman. D'une série donc, qui se passe à Bangkok. Le premier, c'était Bangkok 8 et c'était en 2004. Et là, cette fois-ci, ça s'appelle Le Joker. C'est toujours aux presses de la Cité et c'est traduit par Thierry Piella. Alors, on va commencer, puisqu'on veut se centrer sur les héros dans cette émission et sur les héros récurrents, sur son personnage, qui est un inspecteur de police. J'aimerais bien que vous disiez son nom de alors, famille. Non, moi, je dirais le prénom. J'avais prévu Sunshine, Sunshine. Et que vous feriez l'effort comme ça. Plitchip. Pas mal. Peut-être. Pas mal. On pourrait dire comme ça. Il est bouddhiste. On va peut-être l'appeler Sunshine. Oui, Sunshine, on va entre nous, on le connaît bien maintenant. Alors, il est bouddhiste, il est très intelligent, il est très cultivé, il a même un côté un peu philosophe, il a beaucoup d'humour, il a une certaine nonchalance, il a de la distance. Il a une famille. Il a une famille. Surtout. Ouais. Il a une famille intéressante, effectivement. Oui, c'est ça. Alors, c'est un métis. Sa mère, elle est thaïlandaise. Elle tient un bar à filles, en fait, et d'ailleurs d'une poigne de fer. Ça se passe d'ailleurs toujours dans les quartiers chauds de Bangkok. Et puis, son père, c'est un Américain. Qui a fait la guerre du Vietnam et qui, à cette occasion, a rencontré sa mère. Et il y a un mystère autour de son père, il le recherche. Et le Joker est très intéressant. Et là, c'est vous qui nous racontez, Christine, parce qu'en fait, il va en apprendre beaucoup sur son père qu'il avait perdu de vue. Oui, alors évidemment, je ne vais pas tout dévoiler, mais c'est vrai que ça reste à la fois une enquête un peu bouddhiste, c'est un peu sexe, drogue et transhumanisme en quelque sorte dans cette histoire-là. Donc on n'en dira pas trop sur le transhumanisme parce que ça fait partie de l'histoire, mais c'est vrai que le départ, c'est un crime particulièrement impressionnant parce que la tête de la victime a été décapitée à main nue par un personnage qu'on surnommera le Joker. Et puis, on apprendra peu à peu beaucoup de choses. Mais ce qui est, en fait... Moi, ce que j'aime bien chez John Burdett, c'est qu'on est tout de suite à Bangkok, c'est-à-dire qu'on arrive, il va manger des rôtis ou des rôtis dans la rue, on est dans ces quartiers chauds et il a ce côté bouddhiste, mais quand même un bouddhiste très bon vivant. Je ne sais pas comment est le bouddhisme plus classique, mais lui, il est plutôt... Il profite bien des filles qui travaillent pour ça, en fait. Il profite. Et puis, il s'adresse au lecteur. Et au bout de très peu de temps, il dit, bon, alors, je ne vais pas dire cher lecteur, je vais dire elle. Et c'est ce côté un peu copain à la fois de ces histoires. Et puis aussi des histoires beaucoup plus graves, puisque celle-ci, effectivement, va plonger dans ce monde un peu particulier, je disais transhumaniste,
transhumanisme, mais je Oui, ne sais pas c'est exactement ça. si le terme est exact, C'est et ça. puis découvrir des choses aussi sur son père. C'est très vivant. Il ne cherche pas à être compliqué, mais il donne bien cette Mais il y a toujours cette une vraie impression profondeur quand même dans il y a ses une livres. profondeur, Ouais. et puis surtout, on est vraiment dans un polar exotique au meilleur sens du terme, je Oui, trouve. c'est ça, parce qu'il fait très bien vivre Bangkok, les embouteillages, les odeurs, les nuits, évidemment. Et puis, moi, je voudrais quand même dire un mot, non pas pour parler en général du transhumanisme, mais ce qui est quand même très intéressant, c'est que ce roman, il est un peu entre espionnage et polar. Oui. C'est aussi beaucoup la géopolitique, parce que finalement, et l'histoire, parce qu'on va remonter dans le passé, la guerre du Vietnam, le Cambodge, on va parler des dégâts de la mondialisation, et donc effectivement, ce projet un peu fou, alors là, on peut pas trop en dire, parce que c'est au cœur du suspense, mais voilà, cette idée de créer des humains augmentés. C'est quand même un roman qui, sur le fond aussi, est extrêmement intéressant. Ça touche à beaucoup de questions. Mais c'est ce qu'il fait chaque fois sans avoir l'air. Je trouve que c'est ça qui est bien avec John Burdett, c'est qu'on est à la fois dans un exotisme qui n'est jamais de la pacotille, et puis des thèmes plus profonds qu'il connaît bien. Et puis, il a cet humour anglais qui reste malgré tout, et qui est très, très fin, très, très intelligent. Oui, et qui se marie bien. Comme il connaît très très bien la société thaï depuis le temps qu'il y vit, il met aussi cet humour et d'une autre manière dans l'esprit de son personnage. Tout à fait. Et moi, je voulais lire juste 3 lignes, là, page 374, parce que ça donne une idée de l'ampleur du livre. Il dit « On n'attend pas de la nouvelle technologie », c'est un personnage qui dit ça, « On n'attend pas de la nouvelle technologie qu'elle change la manière de faire la guerre. Dans le futur, assurer la sécurité reviendra à maintenir sous le joug et à faire taire les laissés-pour-compte du système économique mondialisé qui se sera effondré. Pour cela, on aura besoin de transhumains pour maintenir l'ordre. » C'est très bien, c'est très juste, comme quoi il y a beaucoup de profondeur dans l'histoire, et en même temps, c'est ça le roman noir, le polar. Et est-ce que vous êtes un peu amoureuse du personnage ou pas vraiment? Du Joker, du Joker légèrement non, augmenté. De Sunshine. Sunshine. Depuis que j'ai vu effectivement les tongs de John Burdett, j'hésite. Donc ça s'appelle Le Joker de John Burdett. C'est paru aux Presses de la Cité. Enfin, ça vient juste de paraître aux Presses de la Cité, traduit par Thierry Piella. Et on va passer à une toute autre histoire, un tout autre roman, mais là aussi un héros récurrent. Alors le roman est écrit par une femme. Elle s'appelle Elena Piacentini. Ça s'appelle Au vent mauvais et ça paraît aux éditions Au-delà du raisonnable. Alors, Elena Piacentini, elle est née en 69 à Bastia, donc elle est corse, et elle vit à Lille. Elle a vécu à Paris, mais maintenant elle vit à Lille. Et c'est son 7e roman qui s'appelle donc Au vent mauvais. Et elle met en scène un personnage que vous allez nous présenter. Et c'est un Corse qui vit à Lille. Il n'y a pas de hasard. Moi, j'aime beaucoup son nom. Il s'appelle Pierre-Arsène Léonie. Effectivement, il est Corse. Il travaille à Lille. Il vit avec sa mémé. Il a un enfant tout petit parce qu'il a perdu sa femme. Il y a donc... il y a quelque chose d'assez classique en même temps avec ce personnage de Léonie, puisqu'il a une vie un petit peu protégée en quelque sorte, mais en même temps, il fréquente le médecin légiste. Enfin, on est dans un roman policier assez installé, assez classique. Mais ce que je trouve très réussi chez Elena Piacentini, c'est qu'elle met du sentiment. Et il n'y en a pas beaucoup, finalement, d'auteurs de polar qui osent raconter des histoires qui sont assez poignantes. Et là, c'est le cas, puisque c'est autour d'une histoire, d'un fait réel qui, dans les années 50-60, on faisait venir d'outre-mer, de la Réunion, des jeunes et des enfants en particulier, pour repeupler la campagne française. Et donc, c'est ce qu'elle raconte très très bien. C'est ces enfants qui, du jour au lendemain, quittent leur famille, parce que le héros en particulier, il vit chez sa grand-mère, il est extrêmement heureux dans sa vie, et on lui propose d'aller en France. Sur le coup, il a l'impression que ça peut être formidable, que ça va durer peu de temps, et puis c'est le déracinement, la solitude, la tristesse, le racisme. Et elle tourne beaucoup autour de ça, sur l'idée du racisme, à travers bien sûr des meurtres, puisqu'on est dans un polar,
polar, mais aussi, et j'ai trouvé qu'elle réussissait très très bien ce côté profondément émouvant, sentimental à partir d'une histoire vraie, qui est une tragédie dont on parle peu et elle le réussit bien. Alors il y a un petit prologue. On a plein de questions. Oh là là, on a plein de Christine, questions. Donc il faudrait répondre aux questions. Lorsqu'un personnage est récurrent, peut-on parler d'une série demande Jean. Oui, c'est exactement ça. À la fois, c'est une série, mais avec des histoires complètement indépendantes. Oui, alors souvent quand même, et c'est ce que j'aime bien moi, quand on prend par exemple, je ne sais pas, le Adamsberg de Fred Vargas ou le Wallander Aidez-moi d'Énigme Mankel, à chaque épisode, on voit comment il a évolué. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un roman indépendant, d'une certaine manière, une histoire indépendante à chaque épisode, mais chacun des personnages évolue. Et donc, il y a effectivement cette idée de série. Et je pense que ça a été relancé par les séries télé depuis une dizaine d'années. Mais ce qui est intéressant, justement, ce n'est pas des feuilletons. Dans ces séries-là littéraires, ce qui est passionnant, c'est de voir effectivement, quand c'est bien publié dans l'ordre, pour certains auteurs étrangers, ça n'a pas toujours été le cas, mais c'est de voir, et en particulier avec Wallander, les séparations sentimentales, l'évolution du temps, la maladie, la perte des parents, un côté plus désabusé ou au contraire une espèce de renaissance. Et on s'attache à ces personnages. Mais oui, c'est ça. Et alors, il y en a une autre. Niels demande quel est l'attachement des auteurs de polar à leurs héros. On a l'impression qu'ils n'osent jamais les quitter. C'est même que... Comment dire ça? C'est même qu'ils s'imposent à eux. Enfin, vous avez peut-être eu aussi ce... Moi, j'ai discuté avec des écrivains qui disent qu'à un moment donné, il y a un personnage, ils ne savent pas pourquoi, il s'impose à eux, il est là, et ils ne les quittent pas. Et même si dans leur tête, ils se disent « Bon, c'est bon, j'en ai déjà fait 3, j'en ai déjà fait 4, je vais peut-être arrêter, passer à autre chose », ben non, le personnage est toujours là avec eux et ils sentent que, voilà, c'est très intéressant ce genre d'histoire. Oui, et puis certains les abandonnent quelque temps et puis finalement ils reviennent à cette série-là parce que le personnage est à la fois demandé par le lecteur ou par lui-même. Et puis il y a des courageux, on parlait de Wallander pour Énigme Mankel. Le courage, c'était au bout d'un certain temps, je crois une dizaine d'histoires, de dire, eh bien, je ne vais pas le tuer, mais je vais faire en sorte qu'il ne puisse pas revenir pour ne pas être tenté d'aller au-delà. Oui, c'est ça. Et c'est très courageux. Bien sûr. Et il y a la pression des lecteurs aussi, parce que la fameuse histoire de Conan Doyle qui avait tué Sherlock Holmes, et ça avait tellement choqué les lecteurs qu'il avait été obligé de le ressusciter et de continuer à le faire vivre. Parce que c'est vrai aussi que quand on lit ces séries, les auteurs qui réussissent vraiment à faire exister leurs personnages, on attaque un nouvel épisode comme si on prenait des nouvelles d'un ami. Tout à fait. Donc pour le lecteur, il y a un attachement, il y a quelque chose d'extrêmement sensible qui se joue et qui est intéressant. Oui, et puis moi je soupçonne ces auteurs-là en plus d'avoir des héros qui leur ressemblent, de leur goût en matière de musique, leur intérêt pour le cinéma, les très très jolies femmes qu'ils choisissent de donner à leurs héros. Non, mais sans plaisanter, c'est vrai qu'il y a souvent une espèce d'osmose entre le personnage et l'auteur. Là, alors, pour Elena Piacentini, non. Un peu quand même, puisqu'il est quand même corse, il vit à Lille, elle utilise ce qu'elle a. Moi, ce que j'aime bien, c'est ce personnage, c'est qu'il tranche par rapport à la mode d'aujourd'hui, qui veut que les héros de polar soient alcoolos, dépressifs, mal dans leur peau et tout. Il vit chez Mémé quand même, hein. Oui, enfin, il a quand même sa copine qui est médecin légiste. Mais il y a un côté, lui, chez lui, au contraire, il y a une rigueur. C'est un bon flic, en fait. Oui, un peu silencieux, un peu taiseux, sévère, mais il est bien, aimé de son équipe et il veut faire le boulot. Et cette histoire, moi, je suis comme vous, Au vent mauvais, ça m'a beaucoup touché. Bon, c'est vrai que c'est malheureusement une histoire réelle, absolument terrifiante. Ce que j'ai trouvé, c'est que la manière dont elle montre, vous l'avez dit, avec beaucoup de subtilité, beaucoup de finesse psychologique. Voilà. Oui, parce qu'il y a une jolie écriture. Il y a une attention très forte aux personnages secondaires que j'aime beaucoup toujours chez elle. C'est-à-dire que les personnages même qui ont eu un petit rôle dans l'histoire, ils existent vraiment et on s'en souvient. Et sur toute la série, d'ailleurs, sur les 7 livres, il y a cet attachement aux personnages secondaires, tout à fait. Et puis elle montre dans ce roman la froideur, la violence des institutions
qui d'ailleurs peuvent d'une certaine manière, à certains moments même, vouloir bien faire. Mais voilà, ce regard sur les institutions et sur la violence des institutions m'a vraiment beaucoup intéressé. Et puis c'est bien parce qu'on parle d'un éditeur qu'on connaît peu, au-delà du raisonnable. Oui. C'est une belle famille entre Elena Piacentini et son éditrice. C'est bien aussi de soutenir ces éditeurs-là et c'est vraiment un livre poignant, oui, tout à fait. Alors on va passer à deux héros très différents de ceux dont on a parlé. Ben, c'était le principe, hein, d'essayer de montrer un éventail. Avec un roman de Todd Robinson, qui est un Américain, qui s'appelle Une affaire d'homme. C'est un roman qui vient d'être traduit chez Gallmeister par Laurent Bury. Alors, Todd Robinson est donc américain, il vit aujourd'hui à New York, mais il a vécu à Boston, il est né en 72, il a fait un tas de métiers, il a été notamment, je le dis parce que ça va être important pour la suite, barman et videur à la fois à New York et à Boston. Il n'a rien oublié de ce métier-là. Il connaît très bien. Et il a créé, c'est un très fin connaisseur du polar et du roman noir, et notamment il a créé une revue spécialisée dans la littérature noire et policière, et qui a reçu d'ailleurs de nombreux prix. Voilà. Alors là, c'est la deuxième en fait apparition de son couple de héros, puisque ce sont deux héros. Il y avait eu Cassandra, maintenant ça s'appelle donc Une affaire d'homme. Effectivement, c'est d'une affaire d'homme, on va voir ça. Deux héros qui s'appellent Boo et Junior, c'est leur surnom. Ils ont créé à Boston une petite société de sécurité, de protection. Bon, ce n'est pas une énorme société, mais bon, ça marche quand même. Et ils s'occupent d'un bar à Boston. Ils sont videurs, eux aussi. Et ils sont comme deux frères, en fait, parce qu'ils ont grandi ensemble dans le même orphelinat. Il y a d'ailleurs des renvois 15 ans auparavant, quand ils étaient... Vous allez me tirer les larmes, alors que ce n'est pas du tout l'esprit. Et alors... Je sais que vous aimez beaucoup cette ambiance, c'est complètement testostérone, castagne, alcool et rock'n'roll. En veux-tu, en voilà. Et j'imagine que ça vous a beaucoup séduit, ce genre de mec. Moi, je me dis, c'est normal que Michel Abescat choisisse un livre comme celui-ci, ce côté hyper gros bras, avec... en fait, quand même, cette histoire, c'est l'histoire de deux espèces de orang-outans qui mettent systématiquement, et pardonnez-moi de le dire clairement parce qu'ils l'utilisent sans arrêt, leur bite sur la table. Ouais. Et ça, c'est insupportable. Donc voilà, on va voir tout de suite qui a choisi quoi. Hein. Mais je l'ai courageusement lu jusqu'au bout. Effectivement, ils ont eu une enfance difficile, les pauvres petits. Ils n'ont pas toujours été gros et vulgaires. Mais ce côté grosse bière... et gros muscles, c'est insupportable. Donc ça ne vous a pas plu du tout. En fait, j'avais un souvenir plutôt sympathique de Cassandra, qui était le précédent, qui y allait peut-être moins. Mais là, enfin, à part le fait qu'ils passent leur temps à castagner n'importe qui, où il y a du sang partout, où il y a des gros muscles, je n'ai trouvé aucun intérêt à ce livre. Et je vous le rends tout de suite. Et bien, moi, j'ai bien aimé. Mais oui, ça m'étonne pas. Il faut le lire au second degré. Il faut le lire au second degré. Ah non, il n'y a pas de... Mais si, pourquoi pas au troisième? C'est de la série B. Ah oui, ça... c'est complètement déjanté. Et ça, j'ai bien aimé, c'est effectivement l'œuvre d'un grand amateur de polar, parce que on sent les références. Oui. Il y a un rythme effréné. Et je pense que sur le plan littéraire, sur le plan de la construction, c'est très difficile à faire. C'est-à-dire que c'est de l'action à toute vitesse. Oui, avec des dialogues... la répétition, de la répétition. Non. avec des dialogues incisifs. Oui, vous voulez que je vous redise les mots je trouve ça très... Moi, je trouve ça très... C'est vrai qu'on peut dire par moments que le vocabulaire est un peu relâché, mais c'est le jeu. Moi, j'aime beaucoup aussi le fait que le narrateur, c'est Boo, c'est un des deux, et il a quand même une autodérision qui est quand même réjouissante. Oui. Hein, mais en fait, ce serait une nouvelle, on se dirait, oh, c'est drôle, ils y vont. Mais là, ça dure sur 300 pages. Oui. C'est trop long, quoi. C'est trop long, et puis, non, c'est du singe, quoi. C'est du singe à muscle. Vous allez pouvoir le rencontrer, parce que lui aussi, Todd Robinson, de même que Elena Piacentini, seront à la fin du mois à Quai du Polar. On va peut-être voilà, on va répartir. Moi, je prendrai avec moi Elena Piacentini et vous partirez avec Todd Robinson boire de la bière dans les bars. On fera la tournée des bars à Lyon, il y a de quoi faire. Alors, Joséphine nous demande quel est votre héros de polar préféré si vous ne deviez en garder qu'un seul.
Eh bien, j'aurais du mal à en choisir un seul, en fait. Je prendrais d'un côté, pour ma part, Wallander d'Henning Mankell, pour tout ce qu'il a apporté avec le polar nordique, cette espèce de lenteur, une certaine tristesse. Et puis, et ça tombe bien, je choisirais le Harry Hole de Jo Nesbø, qui est tout le contraire, qui est un personnage à la fois très, très marqué par la vie et très en muscles. Et justement, sont réédités les 10 tomes, enfin 10 livres plutôt, pas tomes, 10 livres d'une série qui n'est pas finie, de cette série Harry Hole. En ce moment chez Folio Policier en poche. Voilà, Le Sauveur, Le Bonhomme de Neige, Le Léopard, Fantôme, Police, voilà. etc. Des très bons romans. Des livres qui sont parfois à la limite pas du surnaturel ou du fantastique, mais quelque chose d'un petit peu comme ça, d'extrêmement moderne et en même temps très, très fort. Et vous ? Ben moi, je dirais aussi le héros de Henning Mankell, comme vous. Je trouve que quand même, il y a une profondeur, une épaisseur chez ce personnage, une évolution, jusqu'à la fin où c'est absolument déchirant, puisqu'à la fin, il perd la mémoire, etc. Lui, justement, c'est un héros dépressif. Il est très typique de ce moment-là qu'on a vécu toutes ces dernières années. Mais c'est vrai que c'est un héros magnifique. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire ? Adamsberg de Fred Vargas, parce que c'est un héros poétique. C'est votre côté sentimental, comme avec Todd Robinson. Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est vrai que ce côté pelleteux de nuages, comme dit Fred Vargas, me réjouit beaucoup. Cet homme-là qui est tellement... Bon, c'est une vision poétique du polar à la Fred Vargas, mais je trouve ça... On pourrait en citer d'autres, mais bon, on nous avait dit qu'il fallait en prendre qu'un seul. Alors... Peut-être Ed McBain, qu'on oublie un peu, mais c'est vrai que ces personnages dans un commissariat qui vieillissaient tous en même temps, qui faisaient comme une espèce de famille au 317e district. Attendez, j'ai oublié. 87e. J'en rajoute avec les années. 87e district, il y avait quelque chose aussi de très beau. Enfin, c'est difficile d'en choisir qu'un seul. Elle est très, très dure avec nous. Non, mais c'était une bonne question. Mais c'est vrai que finalement, on était d'accord sur Wallander quand même. Oui. Ouais. Alors donc, peut-être si vous passez par Lyon, se verra-t-on à la fin du mois là-bas pour Quai du Polar. Et puis, d'autre part, on se retrouve de toute façon, comme d'habitude, dans 3 semaines avec une nouvelle émission. On va lire les livres qui sortent, puis on essaiera de vous dire ce qu'on a trouvé les plus intéressants du moment. On fait ça ? On va faire comme ça. On fait comme ça. D'accord. À bientôt. Au revoir. Merci. Télérama. Cercle polar. Les dessous du roman noir.